Bonjour et bienvenue chez Def News. Je suis en compagnie du docteur Zadig. Comme vous le savez, l'Afrique est au cœur de tous les débats et non le centre des médias. Cette belle Afrique qui aujourd'hui subit des catastrophes humaines, mais aussi qui subit des attaques. Mais alors, cette Afrique ne devrait-elle pas se remettre aussi elle-même en question? Ou bien, ne devrait-elle pas aussi agir seule? Il y a beaucoup de mots aujourd'hui que l'on utilise et qui pèsent leur poids. Des mots comme domination, des mots comme ingérence. Nous parlons aussi de respect, de liberté, d'équité, mais surtout, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus d'immigration. Jonas, aujourd'hui, nous sommes à un tournant crucial de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vision des relations, notamment la France-Afrique, des relations que entretiennent la France vis-à-vis de l'Afrique? Merci, Sarah. Je remercie aussi Def News de m'offrir cette opportunité de m'exprimer sur un concept, celui de la France-Afrique, qui depuis fait couler beaucoup d'encre que de salive. Et cette France-Afrique-là est un concept qui a été d'abord conçu et inventé par le premier président de la Côte d'Ivoire, j'ai nommé Félix Houphouët-Boigny. Et c'est pour décrire un peu le système politique entre la France, la métropole, mère patrie comme on l'appelait, et son ex-empire colonial. Et ce système-là s'est manifesté par beaucoup de phénomènes, beaucoup de choses, des coups d'État, des putsch, qui sont légion et que nous connaissons aujourd'hui et qui continuent. Raison pour laquelle il est aujourd'hui opportun de nous exprimer sur la question et d'éclairer le fidèle public de Def News sur cette question-là. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles ont été au démarrage les premières relations que la France a pu justement nouer avec l'Afrique? Pour parler de cela, moi je pense qu'il faut remonter un peu à bien longtemps avant l'indépendance, les indépendances même. Nous allons parler un peu de ce qui s'est produit en Europe d'abord dans un premier temps et qui a poussé les puissances coloniales à s'exporter au dehors même du continent européen. Vous savez que l'Europe est un vieux continent qui fut longtemps en ébullition, qui a connu des guerres. Quand on nous parle du traité de Westphalie, c'est 1648. Quand on nous parle du traité de Vienne, c'est 1845. Donc les puissances coloniales s'affrontaient ici. Et c'est pour cela que pour résoudre ces questions-là, il y a aussi la conférence de Berlin, qui a permis à chaque empire colonial, pour résoudre les questions territoriales, de s'exporter au-delà du continent européen. Pour parler de la question même de l'affrontement de ces puissances, on va situer la question de l'Alsace et de la Lorraine. Duché autonome, qui n'appartenait ni à la France ni à l'Allemagne. Mais celui qui perdait ces duchés-là s'appauvrissait. Voyez. Donc pour sa grandeur, pour résoudre ces questions territoriales, la France va s'exporter aussi en dehors de son empire colonial. Et il y a plusieurs cas de figure concernant les possessions. L'un des symboles de la fierté même, de la grandeur de la France, c'est l'Algérie. Exactement. Où la France est restée 132 ans, 1830, 1962. Je vais revenir sur la question après pour expliquer certaines choses. Et il y a eu aussi, lorsque la France s'exporte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tisser des liens là, pour ne plus repartir de là. Vous voyez. Donc, à partir même des questions, des problèmes territoriaux que les Européens connaissaient ici, ils vont vouloir résoudre la question sur le continent africain. Mais n'oublions pas que ce sont les Européens seulement. L'Amérique, la Grande Amérique, aussi, a aussi une zone tutélaire, qui est l'Amérique du Sud. C'est ce qu'elle
fait là-bas de temps en temps, avec la mise en place de certaines dictatures. On ne peut pas parler de celle de Pinochet. Donc le phénomène de la France-Afrique s'explique un peu par les questions que connaissaient ces puissances-là. Ces questions-là s'exportent et on résout ces questions-là par les possessions territoriales. Ça permet aussi d'avoir la paix en Europe, la paix des braves. Et d'épaisser, démanteler cette Afrique-là sera répartie entre l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, excusez-moi, le Portugal fasciste, comme l'appelait Sékou Touré, la France. C'est l'Italie, mais qui est vite répartie, parce que Mussolini a été vaincu par l'armée éthiopienne. D'accord. Alors, si on va un peu du côté de après l'indépendance, justement, si on s'interroge sur le fait de savoir est-ce que justement les États africains aujourd'hui sont réellement indépendants? Je dirais que pour l'indépendance, moi, pour l'indépendance, les indépendances n'ont jamais eu lieu. Puisque lorsque le phénomène de l'indépendance, que j'explique par une chose, les pays africains ont pris part, du côté de la France, à la guerre contre l'Allemagne nazie, comme on l'appelle. Et à partir de cela, ont demandé que ces libertés-là même, ces droits, soient appliqués, soient respectés dans l'espace colonial. C'est pour cela que la France, dans son préambule, qui fait allusion à la déclaration de 1789, va inscrire une chose: au lendemain de la victoire des peuples libres sur les peuples qui ont cherché à servir et dégrader le genre humain, on va mettre en place le processus de déclaration et de respect des droits de l'homme. C'est à partir de là que les acteurs majeurs de nos indépendances, Fauboigny par exemple, ont demandé à ce qu'on abolisse les travaux forcés. Mais l'indépendance n'a pas véritablement eu d'indépendance. Vous voyez, puisque lorsque la France a su que son empire colonial était en ébullition, en parlant de ce qui se produisait, puisque la France était vaincue par le Viet Minh à Ho Chi Minh et l'Algérie, sur lequel je reviens en disant que c'était le symbole de leur fierté, au niveau de la colonisation, état d'ébullition, avec les événements récessifs. Suite à la guerre qui a duré pendant 8 ans, De Gaulle n'a fait que distribuer l'indépendance à partir de 60, comme des morceaux de pain, des cadeaux qu'on distribue aux enfants, sans qu'il y ait une véritable décolonisation. À partir de là, qu'est-ce qu'il met en place? Des réseaux, des liens politiques et économiques étroits entre ces pays-là et la France. C'est pour cela qu'il y a des accords de coopération qui sont signés en même temps, suite à cette indépendance-là, en 61, et dans l'espace, en Afrique de l'Ouest. Je vais parler de 3 pays: la Côte d'Ivoire, le Dahomey et le Bénin actuel, et le Niger, où on nous dissocie, l'accord de coopération, les États de Côte d'Ivoire, du Dahomey et du Niger mettent au profit des forces armées françaises l'exploitation de leurs matières premières. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le système exactement de ces relations qu'entretiennent la France avec l'Afrique? Le système, en parlant de la France-Afrique en elle-même, c'est un système, je dirais, puéril, qui empêche et qui endigue notre développement. Puisque nous devons, en tant que colonie d'exploitation, participer à la grandeur de la France. On nous exploite. Et pour parler des matières premières, celle-là, une fois transformée, elle n'entre pas sur le marché français. Vous voyez, l'esclavage est peut-être aboli, mais rétabli autrement, où nous devons travailler pour enrichir cette puissance coloniale-là. Donc ça veut dire qu'il reste quand même une certaine forme de domination. La domination existe toujours. C'est pour cela que la France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre à la tête des États des gens qui seront les valets locaux de l'impérialisme. Et je rappelle pour la Côte d'Ivoire que lorsque Houphouët-Boigny signait l'acte d'indépendance, il le faisait au palais de gouverneur. Il était entouré des gouverneurs français, il signait l'acte d'indépendance. Il n'y a pas eu de véritable décolonisation. Donc cela demeure toujours. On fait en sorte aussi que des partis politiques
africains, ivoiriens. C'était un exemple précis hier. C'est une sous-section, je dirais, du Rassemblement du peuple français. C'est une sous-section de l'UMP aujourd'hui, un parti de droite. Vous voyez? Donc on fait en sorte que là-bas, il y ait une espèce de sous-pif qui entretienne ces réseaux-là de façon parallèle. C'est pour cela que, en parlant aussi de la France, mais voyons aussi l'action néfaste et nuisible que jouaient nos chefs d'État. On ne doit pas passer sous silence cette action-là. Jonas, dites-nous un petit peu, sans langue de bois, concrètement, la relation France-Afrique au niveau politique et militairement parlant, est-ce que on peut dire que cela a été positif pour l'Afrique? Je dirais que cela n'a pas été positif, puisque d'abord, quand on regarde un peu de très près les accords de coopération militaire, aucun État indépendant, en mon sens, ne doit avoir de présence militaire sur son territoire. Parce que entre le militaire, le politique, l'économie, c'est des secteurs qui sont imbriqués. Donc la France profite de sa présence pour attaquer, pour faire et défaire les États. Défaire les États. Et surtout, nous constatons, avec l'implication de la France dans certains pays, que cela a causé plus de dégâts qu'autre chose. Par exemple? Nous avons l'exemple du Togo, oui, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, oui, par le système de la France-Afrique. oui. Nous avons encore l'intervention au Cameroun, avec le massacre des Bamileke et des militants de l'Union des populations du Cameroun, oui. et avec un certain Ouminobé, dont je salue la mémoire, de ce brave héros, ce résistant. Et nous avons aussi le Burkina Faso, avec l'assassinat de celui que j'appelle cette boussole-là, notre éclaireur, ce guide, Thomas Sankara. Bien sûr. Et nous avons aussi au Congo-Brazzaville, même dans l'espace qui n'est pas francophone, la France est aussi intervenue, cette France-Afrique-là, a eu ces manifestations dans ces pays-là. Je parlais de la question du Biafra au Nigeria, où la France a essayé de démanteler ce vaste pays pour les questions du pétrole. Et nous savons que, quand je parle des relais locaux de l'impérialisme, avec l'action de Fouboigny et de Marbongo, les armes transitaient par ceux-là, et il y avait une espèce de pont aérien pour armer la rébellion biafraise, dirigée par un certain Ojukwu. Vous voyez? Oui. Et nous savons aussi que le directeur même de la Croix-Rouge française, installé au Gabon, recevait des armes pour alimenter la rébellion biafraise. Vous voyez? D'accord. Et en ce qui concerne aussi, je dirais l'Irak, la Libye, la Syrie, qu'est-ce qu'on peut conclure ou qu'est-ce qu'on peut apporter comme bilan par rapport aux interventions qui ont pu avoir lieu Bon, nous sortons un peu de ce contexte-là, bon, de la France-Afrique, mais bon, en parlant même de la Libye, il dit que la Libye a été détruite. Bon, si on peut parler de manifestation de la France-Afrique, bon, c'en est aussi une, puisque ce géant africain-là, démantelé et détruit, et on nous parle, la Charte des Nations Unies nous parle de non-intervention dans les affaires intérieures d'un État. Au nom de quel principe? Établir la démocratie de laquelle chaque peuple a sa démocratie en fonction de son histoire. Et la Libye est un pays de tribus, que Kadhafi, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, a réussi à unir sa main forte. Vous voyez, aujourd'hui, ce pays démantelé, voyons comment les Libyens meurent dans les mers. C'était une source de stabilité pour l'Afrique. Donc, cette intervention-là de Sarkozy, pour moi, elle a causé plus de dégâts qu'autre chose. Bon, pour sortir un peu de cela, en parlant aussi de la Syrie, qui n'est pas en Afrique, je ne comprends pas comment un président peut nous dire, je parle de Hollande, qui va armer l'opposition syrienne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, on n'arme pas une rébellion. Et c'est comme ça qu'on arme des rébellions en Afrique. On crée des rébellions, on démantèle les États. Exactement. Ceux qui n'ont pas de souveraineté et ceux qui n'ont pas d'armée forte.
ce qui s'est passé un peu en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai parlé justement de ces États-là parce que ce sont les armes de ces États-là, de certains de ces États que l'on retrouve aussi chez nous aujourd'hui. Bien entendu, cela crée une espèce de déstabilisation des pays qui sont aux alentours. Aujourd'hui, on va intervenir au Mali, pour la paix au Mali. Mais on ne dit pas que le fait générateur même de ce qui se passe au Mali, c'est le démantèlement de la Libye. Par la France, par les puissances occidentales. Le fait générateur de ce qui se passe au Niger, où le Niger est devenu une zone difficile, instable, c'est l'intervention injuste de la France en Afrique. Donc c'est pour cela que moi j'ai un bilan, une vision un peu mitigée de leur intervention. Ils sont à des visées économiques. D'accord. Et est-ce que justement, on dit intervention, est-ce qu'on peut parler d'ingérence? Moi je parlerais plutôt d'ingérence dans ces pays-là, puisque, je dis, ils ont toujours, au niveau de nos États, des relais locaux. Ouais. Et quand on n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir de Paris, on le démantèle. Même ceux qui, en France, essaient de contester ce système-là, mais ils payent le prix. Je parlerai de Jean-Pierre Cotz, sous François Mitterrand, qui était secrétaire d'État à la coopération. Mais il a voulu réformer un peu le système de la France-Afrique. Il a été éjecté. Jean-Marie Bockel, sous Sarkozy, a voulu aussi réformer cela. Il a été éjecté. Il ne touche pas. Parce que, en son temps, il existait toujours sous les Gaules ce qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. Elle existe toujours. Un droit de regard sur ces États-là pour les intérêts de la France. Et aujourd'hui, si on doit parler de la question immigration. L'immigration? Oui. L'immigration, je pense que si les pays africains étaient beaucoup stables, les gens resteraient chez eux. Mais les auteurs même de cette instabilité, de cette déstabilisation-là, c'est un peu l'Occident. Vous voyez, la Libye était un pays, je ne dis pas que Kadhafi est un saint, loin de là, mais il y a une forme de stabilité. En Côte d'Ivoire aussi, il y a une stabilité. Mais quand on intervient dans un pays, il faut s'attendre aussi à ce que les gens arrivent sur certains endroits en quête d'espoir. Vous voyez, c'est pour cela que les gens meurent sur les mers. Et je suis surpris que Hollande, François Hollande, le président français, dise dans son projet de société, lorsqu'il se présente pour les élections présidentielles, qu'il va avoir des relations avec la partie sud de la Méditerranée. C'est-à-dire que mettre en place une espèce de digue pour empêcher, pour aider les polices marocaines, par exemple, pour empêcher ceux qui passent par Ceuta, tout ça, pour que ceux-là ne viennent pas en Europe. Mais les gens étaient paisibles chez eux. Ils ont besoin de tranquillité chez eux. Et lorsqu'on déstabilise un pays, on s'attend à ce que les gens viennent et exportent un peu leur misère. Ce qui se passe avec l'immigration. Vous voyez? Puisque c'est la conséquence des interventions néfastes dans nos pays. Et vous parlez de la France-Afrique aujourd'hui, je dirais qu'en démantelant la Côte d'Ivoire, en intervenant en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'on appelle une zone de commandement avancée. La Côte d'Ivoire joue le même rôle que Djibouti. Djibouti à l'est, la Côte d'Ivoire à l'ouest. À partir de la Côte d'Ivoire, on peut intervenir au Gabon. À partir de la Côte d'Ivoire, on intervient au Tchad. À partir de la Côte d'Ivoire, on intervient au Mali. À partir de la Côte d'Ivoire, on intervient au Burkina Faso. Vous voyez? Donc aujourd'hui, avec la chute du président Gbagbo, ils ont pris pied là. Ils ont renforcé la coopération militaire. Les effectifs aussi ont été renforcés. La LICOR est devenue autre chose, notre position. Vous voyez? Et voilà ce qui se passe. C'est tout à fait normal que les gens exportent leur misère sur les autres. Et quand maintenant, ils sont accueillis en termes d'hostilité. Mais n'expliquent pas à leur peuple que c'est nous qui avons causé cette misère-là dans ces pays. Pour laquelle ces gens fuient la misère pour aller vivoter ailleurs. Mais aussi, n'est-ce pas de la responsabilité des chefs d'État aussi de s'affirmer, d'imposer leurs propres règles? Mais bien entendu, si on permettait à ces personnes-là d'élire librement leur président, leurs représentants, je pense qu'on aurait à la tête de nos États des gens élus par les peuples africains. Mais lorsque la France intervient pour démanteler les pouvoirs, comme cela s'est passé avec le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais on ne peut que s'interroger. Puisque rares sont les présidents africains qui ont été véritablement élus. Et ce qui me surprend un peu, la France qui se dit le pays des droits de l'homme, la démocratie,
Mais on constate que dans son espace colonial, mais les gens font preuve d'une certaine longévité. C'est président. Il faut voyer en Côte d'Ivoire chez moi, 33 ans de pouvoir. Il est mort au pouvoir. Omar Bongo, la même chose, 41 ans au pouvoir. Il y a des 38 ans au pouvoir. Ce n'est pas juste. Et on ferme les yeux là-dessus. Lorsqu'un président n'est pas en odeur de sainteté avec eux, fait à peine 5 ans, ils disent non, il faut partir. Cela n'est pas juste. Vous voyez? Et puis, ils vont pas nous faire croire que le Gabon et le Togo sont des monarchies héréditaires, où on met les fils là et on ferme les yeux. Et au Gabon, une année, il y a eu des élections présidentielles pour expliquer un phénomène. Et celui qui est là aujourd'hui, le fils de Bongo, il a remporté les élections en trichant bien entendu à 41,79%. 41, je m'explique, c'est le nombre d'années passées par son père au pouvoir. Vous comprenez? Puisque son père est arrivé au pouvoir en décembre 67, il est mort en 2009 au mois de juin. Ça faisait 41 ans, 6 mois. Et 79 ans, c'est l'âge officiel auquel son père est décédé. Tel est son score. Cela explique une dictature que la France soutient, en sommet. Vous voyez, ce n'est pas juste. Et il y a des mots aussi. C'est pour cela que je saisis cette opportunité-là que m'offre Def News pour saluer l'opposition togolaise. Oui, puisque nous savons comment cela s'est passé là-bas. Les gens ont été bourrés encore une fois par le régime dictatorial de Yadema, de Fort. C'est ce que je pourrais dire sur l'intervention de la France dans nos pays. Alors Jonas, on peut aussi dire que la France a néanmoins participé de façon positive à la vie sociale en Afrique, mais également au développement de l'Afrique. Merci Salah de me poser cette question. Moi, excusez-moi, j'ai un peu une vision sceptique quand s'agissant du développement, une opinion qui me permet de dire je ne crois pas tellement en ce terme-là, s'agissant de la France en Afrique, puisque lorsque l'on jette un regard synoptique sur le développement de certains pays, des pays en Afrique, la zone même, la zone qui est la traîne, la zone même qui connaît des problèmes, des difficultés, c'est la zone francophone. Et les pays de la zone francophone, excusez-moi de l'expression, sont parmi les pays les derniers quand on considère l'indice du développement. Ces pays-là ne s'en sortent pas. Et surtout, n'attendons pas de la France qu'elle participe au développement de nos pays. Moi, je parlais même de l'incompossibilité de nos bonheurs respectifs. C'est-à-dire que leur bonheur et notre bonheur sont possibles ensemble. Soit nous nous développons, ils s'appauvrissent. Et ils s'appauvrissent. Soit eux se développent, on s'appauvrit. Donc ils vont toujours continuer en mettant en place un système de pillage où les multinationales iront piller et participer à la grandeur de la France et à son développement. Et cela s'est fait aussi par une monnaie impérialiste qu'on appelle le franc CFA. Ou comme l'a plusieurs fois expliqué le professeur Nicolas Bou, qui est spécialiste de la question, monnaie impérialiste, nous déposons 70% de nos recettes d'exportation au trésor public français. Cela est injuste quand on entend développer une zone, on ne la pille pas par des subtilités. Vous voyez, ce n'est pas juste. Le franc CFA utilisé au Cameroun et le franc CFA utilisé en Côte d'Ivoire ne peut pas se changer. Qu'attendent les Africains pour prendre leur destin en main? Aujourd'hui, le franc CFA qui est une sous-monnaie du franc français, le franc français n'existe plus. Et nous continuons de façon pérenne d'utiliser cette monnaie-là. Et nous sommes responsables des maux qui nous accablent. Il nous appartient de prendre en main notre développement, notre destin. De ne pas tout attendre de cette France-là. Alors on est bien d'accord qu'il ne faut plus attendre de l'assistanat, il ne faut plus attendre que ce soit l'autre qui agisse pour l'Afrique. Non, loin de là. Je pense que nous avons beaucoup d'intelligence et l'Afrique, en dehors même de l'espace francophone, est un continent émergent en ébullition qui est convoité par les puissances.
La France l'a compris. Elle sait que sans son ancien espace colonial, elle va se portugaliser, elle va s'appauvrir, elle ne sera même pas une puissance moyenne comme elle est aujourd'hui, elle ne sera rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer sans la France, avancer avec la France. Qu'est-ce que l'Afrique Nous ne pouvons doit pas faire pour chaque elle-même? fois parler d'assistanat. Alors, Pourquoi évoquer à chaque concrètement, fois la France? Moi, je alors, pense qu'on doit se concrètement, défaire qu'est-ce que de l'Afrique ces doit faire? liens-là et puis tisser d'autres rapports, diversifier nos partenaires. Vous voyez, diversifier nos partenaires. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous devons vivre aussi, avoir des rapports, mais pas de soumission, de domination, mais tisser d'autres rapports. La Chine qui est aussi un partenaire en Afrique. Il y a l'Inde, il y a le Maroc, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Brésil, il y a même la Turquie, il y a aussi l'Afrique du Sud. La France l'a compris. C'est pour cela que, en sortant un peu, pendant 10 ans, en allant un peu vers les pays de l'Europe de l'Est qu'elle comptait un peu prendre dans son giron, elle a beaucoup perdu. Elle a senti qu'il fallait revenir militairement en Afrique et par la force. C'est ce qu'elle a fait. Mais d'autres puissances sont là. D'autres puissances sont là, avec qui l'on entend aussi diversifier nos partenaires. Il appartient à l'Afrique de prendre la main son destin. Donc, nous ne sommes pas des grands enfants. Ça, il faut qu'on le comprenne. Parce que personne ne nous rendra libre. Personne. Ce n'est pas à eux de nous rendre libres. C'est à nous de prendre la main de nos destins. Et pour parler de là-haut ici, pour dire que si nous ne faisons rien, nous sommes tous responsables des maux de l'action de la France sur l'eau. Oui, c'est un pays qui a des valeurs, qui a des idéaux, que nous avons aussi empruntés. Mais je pense que nous devons aller chercher notre liberté et discuter d'égal à égal avec eux. Mais si nous avons toujours les mains enchaînées et que l'obscurantisme envahit toujours notre esprit, nous sommes responsables de ces manifestes-là. Non pas jeter un regard accusateur sur eux à chaque fois. C'est pour cela que je reprends un concept, une citation de De Gaulle qui disait que comme la France n'est pas une grande puissance, on doit faire en sorte qu'elle ait une grande diplomatie. Par la zone diplomatique aussi, la France a un effet sur les pays africains. Je termine mon propos en disant cela, pour répéter ce que disait Ségolène Royal en Frangy-en-Bresse. Elle disait l'utopie réalisable du XXIe siècle est que les pays du tiers-monde sortent de la voie du sous-développement grâce au co-développement. Non seulement l'aide que la France apporte aux pays du tiers-monde est très faible, parce que je dirais que ceux qui nous aident véritablement en matière d'aide sont les pays du Nord, qui sont des pays démocratiques. Je parlais de la Suède, de la Norvège, de ces pays-là. L'aide que, je réponds à mon propos, la France apporte aux pays du tiers-monde est très faible, mais elle va aux dictatures. Nous devons changer si nous voulons être crédibles. Telle est la racine, même la voie de la stagnation. J'en ai fini. Donc, comme vous l'aurez compris, il est temps pour l'Afrique d'établir ses propres règles et de le proposer, de le soumettre au reste du monde. L'Afrique doit être un grand acteur. Oui, c'est pour cela que je salue aussi. Pour moi, tout passe aussi par la construction des grands ensembles. Et là, l'Afrique de l'Est vient de le démontrer. Il y a un État qui est né en Afrique. C'est une union entre le Kenya et les pays qui l'entourent. Parce que quand on est petit, on est très faible, on est la proie des prédateurs. Il faut aller vers la construction des grands ensembles. C'est là que nous devons faire en sorte que le géant nigérian soit rétabli au niveau de la paix. Pour booster les autres pays aux alentours. Le Cameroun aussi est la paix. Match la nébuleuse de Boko Haram par la force des armes. Pour avoir la paix. Pour impulser le développement des pays aussi qui l'entourent. Parce que je sais que sur le plan régional, le Cameroun est un pays fort. Nous devons faire en sorte que notre pays connaisse la paix. Que nous ne sommes pas sous l'emprise de la chute du mur de Berlin, où les États qui n'ont pas de souveraineté sont la proie des prédateurs. L'Afrique doit s'unir aussi, comme disait Kwame Nkrumah. Africa must unite or die. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous retrouve très prochainement pour de nouvelles chroniques. Merci.